Merci, Monsieur le Président. J'y tiens en plus à celui-là. Vous l'avez compris, par cet amendement, je souhaite insister sur les soins médicaux de qualité. Rattaché à l'hôpital d'instruction des armées Percy, le service de santé des armées possède à ce jour un centre de traitement des brûlés. Il est reconnu en France comme à l'international comme un service d'excellence. Inauguré le 6 décembre 2017, le nouveau centre de traitement des brûlés de l'hôpital de Percy devait permettre au service de santé des armées de maintenir son niveau d'excellence et d'améliorer ses capacités dans l'accueil et le traitement des militaires et des civils brûlés. Pourtant, à peine inauguré, il a été décidé en février dernier qu'il serait réorganisé. Certains vont même jusqu'à dire amputé. L'organisation pourtant indispensable au bon fonctionnement du centre des brûlés est remise en question. Et les conséquences seront très concrètes. Déclassement quantitatif avec moins de lits disponibles et déclassement qualitatif, ce qui naturellement est le plus grave. Tout cela pour permettre la création d'un service de réanimation à moindre coût. Or, n'importe quel militaire vous le dira, une armée solide ne s'engage pas sans réserve si elle n'est pas absolument certaine que tous les moyens seront mis à disposition pour soigner ses blessés. C'est déterminant pour instaurer un lien de confiance entre les militaires et l'État. Et puis j'irai plus loin en disant que remanier maintenant le centre de traitement des brûlés de Percy, c'est porter un coup à la recherche d'excellence qui doit être celle des hôpitaux français, pour les militaires d'une part, mais aussi pour tous les civils qui se font soigner dans ces mêmes centres. Merci. Merci, Monsieur le Président rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame Ménard, je vais vous demander de retirer votre amendement, même si vous y tenez. Parce qu'il laisse à penser, votre amendement, que les soins, que les services dispensés par le service central, service de santé des armées, excusez-moi, n'est pas de qualité. Et je vous invite, Madame Ménard, mais j'invite tous les collègues, tous les députés de cette Assemblée, la prochaine fois que notre commission, ou même vous pouvez le faire dans vos commissions, auditionnera la générale Gigax Généraux, qui est la directrice centrale du service de santé des armées, de venir l'écouter et vous verrez comment la manière dont elle parlera de ce service de santé, qui non seulement est de qualité ici, sur notre territoire, mais qui est de qualité encore plus importante dans les opérations extérieures, au profit de nos soldats, mais aussi au profit des populations qu'elles sont en train de soigner. Donc, Madame, si vous voulez conforter l'action de ce service de santé, je vous demande de retirer votre amendement, mais sinon, j'émettrai un avis très défavorable. Merci, Madame la Ministre. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je me joins à ce que vient de dire Monsieur le rapporteur et je profite de cette occasion pour rendre un hommage appuyé au personnel du service de santé des armées qui se dévoue chaque jour sans compter pour tous ceux qui ont été touchés dans leur corps et dans leur âme et avec un service, je crois, de très grande qualité. Donc il est certain que l'amendement n'a pas d'objet. Et que j'émettrai aussi un avis défavorable. Je voudrais quand même répondre à ce que vous disiez quant au service de brûlés des Percy, auquel j'ai eu le plaisir et l'honneur, surtout que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'inaugurer. Cet établissement a été prévu avec 3 unités pour les brûlés. 2 unités sont ouvertes d'ores et déjà avec des personnels très compétents, d'un haut niveau de technicité y compris même de la recherche sur des greffes de peau, enfin une technologie vraiment essentielle pour les grands brûlés. Et la troisième partie de cet équipement va être effectivement mis en service dans un service de réanimation, mais qui travaillera parfaitement. Vous savez quand même que les grands brûlés, ce sont des services de réanimation, hein, qui travaillera parfaitement en partenariat et en coopération avec les 2 autres services qui, eux, seront dédiés aux grands brûlés, donc aux très grands brûlés.
Donc il y aura un service parfaitement homogène et il n'y a pas de dégradation du service. Il rentre complètement dans les besoins des armées, et y compris même dans les besoins de la France, puisque ce service de pointe accueille aussi des blessés qui ne sont pas des militaires. Et donc, voilà, je ne veux pas vous laisser dire que ce service sera dégradé. Merci, Madame Ménard, en réponse. Oui, merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je n'ai jamais dit que ce n'était pas un service de qualité, puisque j'ai bien précisé en introduction que pour moi, c'était au contraire un hôpital d'excellence et qu'il pouvait servir d'exemple. J'accepte bien volontiers, monsieur le rapporteur, à votre demande. Je vais retirer mon amendement parce qu'en réalité, je profitais de cette loi de programmation militaire pour vous interpeller justement sur cette question, parce que je pense, et je pense que tout le monde sera d'accord ici, que la santé des militaires en premier lieu, mais aussi des civils, ne doit pas être sacrifiée au nom d'éventuelles restrictions budgétaires. Donc j'accepte bien volontiers à votre demande, je retire mon amendement et je me fais quand même le porte-parole, voilà, de ce service de l'hôpital de Percy, qui est encore une fois un service d'une très très grande qualité et qu'il ne faut surtout pas sacrifier. Merci. Merci, nous en venons au 343. Monsieur Blanchet a la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ni vous ni moi n'avons connu la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui en France, personne n'a connu la Première Guerre mondiale. Depuis déjà 10 ans, Lazare Ponticelli, le dernier poilu, s'en est allé rejoindre ceux dont les noms couvrent nos monuments aux morts. La majorité de ces hommes sont morts il y a plus d'un siècle, en 1914, 1915, 1916, 1917. Et nous sommes déjà en 2018. La France fait beaucoup pour honorer ses morts et pour ne pas oublier. Ainsi, depuis 2012, le 11 novembre est devenu la journée d'hommage à tous les morts pour la France. Cette journée lie à travers l'espace et le temps ceux tombés au champ d'honneur et en fait une communauté de destins. Des destins tragiques, certes, mais des destins d'hommes et de femmes qui font l'honneur et l'histoire de notre pays. Le devoir de mémoire doit être pérennisé auprès des nouvelles générations et il faut moderniser le lien armée-nation-jeunesse en l'actualisant régulièrement. À ce titre, le présent amendement propose de citer les noms, l'âge et le régiment des militaires morts en opération dans l'année écoulée lors des discours des élus de chaque commune qui célèbre le 11 novembre. De plus, il propose aussi de transmettre à ces collectivités le nombre et l'âge des enfants devenus pupilles de la nation afin qu'ils puissent être aussi mentionnés. Tous ici, nous avons assisté au moins à une cérémonie du 11 novembre. Et nous y avons vu que les enfants y sont présents. Or, malgré l'aspect solennel et mémoriel, ils sont nombreux à penser que la paix est un héritage et la guerre une chose du passé. Cet amendement permet aux jeunes qui assistent à ces hommages de bien réaliser que quelque part en France, un camarade de son âge a perdu son papa ou sa maman au combat afin de maintenir la paix pour notre liberté, pour le respect de nos valeurs républicaines. Ce camarade pour qui la journée des morts pour la France est tous les jours et pas seulement le 11 novembre. Mes chers collègues, je vous invite à me rejoindre pour voter pour cet amendement. Merci, monsieur le président rapporteur. Donc, vous avez, je crois, un sous-amendement. Oui, monsieur le président, oui. J'ai pu, en discutant avec vous, monsieur Blanchet, et puis avec le ministère, je vous proposerai un sous-amendement à votre amendement, donc c'est le 376, qui porte sur 2 points. Le premier point, dans votre rédaction, vous proposiez d'ouvrir cette liste aux militaires morts en opération. Comme c'est la journée nationale des morts pour la France, je préfère que soit indiquée la liste des militaires morts pour la France dans les 12 premiers mois. Et la deuxième chose, cette fameuse liste, puisque ce sont des militaires, je souhaite que soit précisé qu'elle sera établie par le ministère des Armées et que cette liste, c'est le ministère des Armées qui l'enverra aux communes concernées. Donc, si vous adoptez ce sous-amendement, je donnerai un avis favorable sous-amendé à votre amendement. Et je vous avais parlé dans votre exposé sommaire, monsieur le député, des militaires morts en indiquant qu'il y aurait sur cette liste leur nom, leur âge et leur régiment. Ce n'est pas leur régiment, c'est leur unité, dans le texte qui est là et qui sera celui de l'amendement. Merci. Donc, avis favorable à condition que le sous-amendement soit adopté. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui,
Avis favorable également avec le sous-amendement, sachant que je vous remercie d'avoir en définitive déposé cet amendement. Il y a une question écrite qui m'a été posée, à laquelle j'ai répondu, je pense que c'est vous, à laquelle j'ai répondu positivement, et je crois que c'est effectivement une bonne chose que pour le 11 novembre, nos soldats morts pour la France puissent avoir une reconnaissance de la nation dans toutes les villes et les villages de France. Merci. Monsieur Blanchet, vous avez la parole. Bien évidemment, monsieur le rapporteur, madame la ministre, nous en avons discuté ensemble et je rejoins entièrement cette nouvelle écriture, réécriture. L'essentiel, c'est de transmettre. C'était le plus essentiel et si grâce à ça, on transmet correctement, je pense que ce sera là où on arrivera à avoir le lien armée-nation-jeunesse. Merci. Merci. Monsieur Laverpillière, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bien entendu, nous voterons pour cet amendement. Il est effectivement essentiel que nos jeunes, nos enfants, comprennent que la guerre, ça n'est pas seulement celles qui ont eu lieu au cours des siècles précédents ou au cours du siècle précédent, mais c'est aussi un danger, une menace qui est toujours là. Et effectivement, cet amendement sous-amendé est de nature à renforcer le lien armée-nation. Merci. Je mets donc tout d'abord aux voix le sous-amendement 376. Sous-amendement de notre rapporteur, avis favorable du gouvernement, qui est pour, contre, adopté. Je mets donc aux voix maintenant l'amendement ainsi sous-amendé, qui est pour, contre, adopté. Le 297, la parole est à Madame Keder. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cet amendement introduit la numérisation des démarches administratives et médicales qui est essentielle pour fluidifier les nombreuses formalités inhérentes à la prise en charge médicale et administrative des blessures et de leurs conséquences. Ces formalités, d'autant plus lourdes qu'elles s'ajoutent au traumatisme du blessé et de sa famille, la dématérialisation ainsi proposée doit également permettre une accélération du traitement des dossiers en facilitant la transmission de documents et en permettant des communications rapides et fiables par voie numérique. Merci. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la députée Anissa Keder, je ne peux donner qu'un avis favorable à cette belle idée où on vient compléter les dispositifs allégés en les dématérialisant. On simplifie encore les démarches, donc on allège le port pour les familles, surtout quand ce sont les familles des blessés. Donc avis très favorable. Et merci pour ce bel abonnement. Même avis, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la députée, oui, bien sûr, vous avez raison, hein, nous sommes très favorables, mais il y a déjà des transformations numériques en cours dans les différents organes qui prennent en charge les blessés. Alors bien sûr, les liens entre l'hôpital qui est numérisé et tous les services qui suivent ensuite les blessés, mais ensuite dans le traitement des pensions militaires d'invalidité, par exemple, où nous avons des grosses transformations numériques qui sont en cours actuellement, donc cela va dans ce sens. Merci. Favorable, bien sûr. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement qui est pour, contre, adopté. Le 286, Madame Miralles, la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le présent amendement a pour objet d'intégrer le terme « blessé psychique » à l'alinéa 218 du rapport annexé. En effet, si la prise en charge des blessés psychiques a été améliorée ces dernières années, encore trop de victimes, de militaires, victimes notamment des syndromes post-traumatiques, quittent les armées sans avoir fait l'objet d'un diagnostic, faute pour le militaire d'avoir osé en parler à un médecin ou faute de moyens suffisants du service de santé des armées. Ces traumatismes cachés, qui souvent se déclarent des années après leur fait générateur, sont d'ailleurs la cause d'un certain nombre de départs au sein de nos forces armées. Aussi, la prise en charge des militaires blessés psychiques, qu'ils soient encore dans l'institution ou qu'ils en soient partis, est un devoir moral
ainsi qu'un enjeu de reconnaissance et donc d'attractivité, de fidélisation. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le président, madame la députée Patricia Miralles, la première fois que j'ai lu votre amendement, mon avis était satisfait. Quoi, satisfait? Je donnais un avis comme quoi cet amendement était déjà satisfait, puisque quand dans le même alinéa, on lit la dernière phrase, on dit que le service de santé des armées participera à l'amélioration de la détection et de la prise en charge des blessures psychiques. Mais en réfléchissant et en discutant avec vous lors de la commission, je pense que, comme le dirait le président Chassaigne, parfois il est utile de se répéter. Donc, en cas de blessures physiques et psychiques, c'est bien de se répéter. Ça montre que tout l'intérêt que nous portons au réconfort et au confort de nos militaires blessés. Donc c'est un avis tout à fait favorable. Je vous remercie d'avoir déposé cet amendement, madame Miralles. Avis favorable également. Vous avez la parole, madame la ministre. Oui, avis favorable. Et bien sûr, cela s'inscrit dans le parcours du blessé. Et vous dire que, par exemple, l'Institut national des invalides développe un vrai parcours autour de la reconstruction physique, mais aussi psychique des blessés. Et ce sera une véritable chaîne au service de nos soldats. Merci. Je mets donc au voile 286 qui est pour, contre, adopté. 289, madame Chapelier, la parole. Merci, monsieur le président, mesdames les ministres, madame et messieurs les rapporteurs. Cet amendement est dans la continuité du premier amendement que j'ai présenté et souligne le travail remarquable que l'armée a déjà engagé dans cette recherche d'égalité. Le ministère a réussi le pari de la féminisation. Cependant, l'existence des comportements et des actes sexistes demeure. La prévention des faits de harcèlement, de discrimination et de violence à caractère sexuel au ministère des Armées est donc une priorité. Mise en place en avril 2014, et non pas 94, la cellule Thémis permet à chaque personnel du ministère, civil ou militaire, femme ou homme, victime ou témoin, de la saisir. Orientée à la fois vers les victimes par une écoute attentive et un accompagnement pluridisciplinaire, elle oriente également son action vers les hiérarchies militaires et civiles par un strict suivi des enquêtes disciplinaires et la vérification de l'adaptabilité des sanctions. Le ministère est donc ainsi invité à poursuivre son travail de communication à travers les actions de sensibilisation, d'information et de formation. Il est également invité à poursuivre son travail d'observation et d'élaboration de statistiques pour mieux connaître la réalité de ces faits au ministère des Armées et prendre ainsi les mesures nécessaires à l'optimisation de la cellule Thémis. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Dans la continuité de votre premier amendement, ma chère collègue, je donne un avis au nom, encore cette fois, de tous les députés de la Commission de la Défense et des Affaires et des Forces armées. Je donne un avis extrêmement favorable. Et merci encore pour ce bel amendement. Même avis du gouvernement. Je mets au voile 289 qui est pour, contre, adopté. Alors nous en venons à l'amendement 17. Avant de donner la parole à monsieur Lachaud, je précise que le groupe de la gauche démocrate et républicaine demande un scrutin public sur cet amendement. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Vous avez la parole, monsieur Lachaud. Merci, monsieur le président. Dans la continuité de l'amendement précédent et dans la continuité des échanges que nous avions eus sur un amendement que notre groupe avait déposé lors de la commission, un amendement qui vise à préciser les dispositifs sur l'égalité femmes-hommes au sein de nos armées, sur les luttes contre les violences qui sont faites aux femmes, et donc un amendement que nous souhaitons voir adopté pour préciser les amendements précédemment évoqués. Et puis, comme vous l'avez dit, monsieur le président, il est des sujets où répéter est toujours utile. Merci. Monsieur le président rapporteur, oui, de la commission. Alors, merci, monsieur le président. Je suis bien embêté. Je suis bien embêté parce que on est tous d'accord avec les objectifs que vous mentionnez. Et d'ailleurs, on vient de le montrer par un vote presque unanime sur les deux amendements présentés par madame Chapelier. Mais là où je suis embêté, ce n'est pas sur les objectifs. C'est parce que vous énoncez, au travers de ces objectifs, plusieurs contraintes
que vous imposez ou que semblez imposer au ministère et qui pourrait contraindre les différents plans, les différentes actions qui sont menées par le ministère en enlevant toute la souplesse qui pourrait être donnée aux différentes directions, aux différentes armées, aux différents services. Donc je comprends les objectifs, je comprends la finalité et même si vous avez demandé un scrutin public, je souhaiterais que vous retiriez cet amendement. Sinon, je serais obligé de demander, de donner un avis favorable, en tout cas, en mon nom personnel. Défavorable. Madame la ministre, même avis défavorable. Avis également défavorable, mais pour des raisons qui viennent d'être exposées. L'intention du ministère est tout à fait orientée vers l'amélioration de l'accès aux femmes à l'ensemble des responsabilités, la tolérance zéro en termes de harcèlement. Il a été rappelé tout à l'heure que notre objectif est bien de nommer 10% de femmes officiers généraux à l'horizon 2022. Là, vous nous demandez de doubler la part des femmes parmi les officiers généraux d'ici 2025. Je vais être tout à fait franche, monsieur le député, je ne suis pas tout à fait sûre que nous y parviendrions pour des raisons qui tiennent, je l'avais exposé en commission, au fait que nous sommes tributaires d'une situation qui se situe en amont des politiques qui sont menées par le ministère des Armées. Donc, je pense que vous prescrivez beaucoup les moyens, donc je souscris totalement à l'objectif. Mais je ne peux pas accepter que ces objectifs que vous nous fixez risquent de ne pas être atteints alors que nous sommes tous de très bonne volonté pour avancer et progresser aussi rapidement que possible dans cette direction. Merci. Donc, nous allons mettre aux voix cet amendement. Pardonnez-moi, je vous ai la parole. Oui, moi, mesdames les ministres, monsieur le rapporteur, je ne comprends pas pourquoi vous refusez cet amendement. Parce que même si on n'atteint pas les objectifs en chiffres, on peut toujours l'expliquer lors d'un rapport que vous pouvez faire au Parlement. Mais le fait que le Parlement fasse cet amendement, ça veut dire qu'on vous aide en réalité. On peut renforcer l'exécutif sur ces problématiques de discrimination qui existent partout dans tous les domaines. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi vous refusez cet amendement. Et je pense qu'on devrait l'accepter d'une manière unanime, ce qui démontre bien à la fois l'attention de la représentation nationale et la volonté politique également du gouvernement sur des sujets quand même qui sont très importants dans tous les domaines. Il n'y a pas que l'armée, mais là, nous sommes dans le cadre de la loi de programmation militaire. Merci. Monsieur Lachaud, vous la parole. Oui, merci Monsieur le Président. J'avoue, Monsieur le Président rapporteur, ne pas comprendre. Nous avons déposé un amendement en commission. En commission, vous nous avez dit cet amendement, il faut qu'on le retravaille pour pouvoir l'adopter en séance plénière. Nous avons fait ce travail, y compris avec vos services, pour retravailler la formulation de cet amendement. Nous avons déposé un amendement qui, il me semble, avait recueilli votre assentiment. Nous avons donc accepté le principe de cette collaboration, de cette co-élaboration de cet amendement pour aboutir à un vote unanime de cette Assemblée sur un sujet qui est central. Et là, on découvre deux amendements de La République En Marche qui n'avaient pas été déposés en commission sur ces mêmes thématiques auxquelles vous accordez un avis favorable, et cet amendement que nous avons travaillé ensemble reçoit un avis défavorable. J'avoue que je ne comprends pas l'intérêt et ce que vous nous avez expliqué en début de travail sur la coélaboration et le fait que nous voulions travailler ensemble. Nous avons travaillé ensemble, nous avons fait des efforts sur la formulation de cet amendement et vous émettez un avis défavorable. J'avoue ne pas comprendre sur un sujet aussi important que l'égalité femmes-hommes. Merci. Chacun a pu regagner sa place. Monsieur le Président rapporteur. Juste avant le vote, quand même, qu'on ait une dernière explication. Mais je n'ai rien contre cet amendement, Monsieur Lachaud. Je n'ai rien. Mais si on le relit, effectivement, j'ai demandé à ce qu'il soit retravaillé. Vous l'avez retravaillé.
Madame Marinello vient de m'en parler. Bon. Mais quand je lis dans votre amendement, les victimes sont accompagnées sur les plans juridiques et psychologiques. C'est fait. Des cellules d'écoute dédiées aux situations de harcèlement ou de discrimination sont créées et produisent un bilan annuel. C'est fait. Un plan de formation pour l'ensemble du personnel du ministère est mis en place. C'est fait. Après, vous parlez de choses qui n'existent pas encore, qui pourraient exister, qui sont contenues dans un rapport sénatorial. Par exemple, il veille à faciliter l'accès des femmes au diplôme d'état-major et de l'école de guerre, etc., etc. Je pense que la ministre en a parlé, a répondu. Je ne suis pas contre cet objectif, vos objectifs qui sont inscrits là. Je ne suis même pas contre cet amendement. Je ne vous ai pas demandé de voter contre, je vous ai demandé de le retirer. Si vous ne voulez pas le retirer, et si vous voulez, pour considérer que c'est un objectif commun, partagé par tout le monde, etc., et bien à ce moment-là, je donne un avis favorable et on le vote tous. OK, voilà. Alors, avis du gouvernement. Je me rallie à la position du rapporteur. Vous avez la parole, comment il s'appelle celui-ci? Oui, c'est comment? Oui, monsieur le Président, la République En Marche votera également pour l'amendement. Donc, chacun a pu regagner sa place. Oui, vas-y, monsieur le collègue. Le groupe MoDem se joint avec plaisir également. Madame Chapelier. Simplement pour rassurer mon collègue Lachaud, effectivement, nous avons également discuté avec le ministère sur les mêmes points et développé et précisé exactement les mêmes points que vous. Mais il nous paraissait important d'apporter un amendement d'ordre plutôt général qui... Je ne dois pas m'adresser à vous spécifiquement, mais à tout le monde, pardon. Un amendement d'abord général pour donner une grande flexibilité au gouvernement et surtout au ministère des Armées, tant au niveau de la cellule Thémis dans ses actions contre les préventions des actes et des violences, tant au niveau des mesures prises dans la recherche de l'égalité homme-femme. C'est pour cette raison que mes amendements sont de cette façon extrêmement générale. Vous appuyez certains détails que nous avions amenés, comme par exemple les coiffes des femmes, mais qui nous paraissaient un peu superfétatoires et peut-être pas avoir leur place dans le cadre d'une loi de programmation militaire beaucoup plus générale dans son ensemble. Voilà. Mais bon, je suis ravie que cet amendement soit également un abord favorable. Chacun a pu regagner sa place. On va procéder au vote. Je mets aux voix l'amendement 17, qui désormais fait l'objet d'un avis favorable commission gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Ainsi les résultats. Votant 93, exprimé 89, majorité 45. Pour 89, contre 0. L'amendement est adopté. Le 139, Monsieur Gaillard, vous arrivez, venez. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, comme par rapport à cet amendement, comme dirait le Président Bridet, et dans la mesure où c'est fait, je retire cet amendement. L'amendement est retiré. Le 186, Monsieur Lenné, la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues. Moi, je voulais vous parler de la DGA et notamment du travail remarquable de nos ingénieurs. Ingénieurs et sites de la DGA que j'ai pu visiter tout le long de cette préparation de la LPM. Et il fait ressortir plusieurs problématiques, et notamment la souplesse des carrières. Or, on leur demande quand même des programmes de plus en plus ambitieux, on en parle lors de cette LPM. Et puis, c'est une vraie plus-value à l'export également. Donc, dans cet amendement, nous visons à demander qu'une attention particulière soit portée au parcours des ingénieurs de l'armement,
pour favoriser leur mobilité dans le secteur privé et la Direction générale de l'armement. Cette mobilité étant essentielle au développement des compétences de haute technicité, ce qu'on leur demande, et bénéficiant à la fois à la DGA mais aussi à la BITD, notamment dans leur capacité d'innovation. Merci. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Fabien Lenné, c'est un sujet qu'on a abordé durant la commission et c'est un sujet qui, sans nous diviser, nous fait rejoindre, mais on perçoit bien la difficulté qu'il y a, et je le dirai la même chose pour l'amendement qui pas suivra, mais celui d'après, qui va dans le même sens. Alors, la DGA est déjà sensibilisée à cette situation-là, puisqu'elle souhaite qu'il y ait, au travers, par exemple, de l'innovation Défense Lab, qu'on puisse avoir un aller-retour rapide entre la DGA et le secteur privé, puisque de plus en plus, l'innovation technologique est développée par le secteur privé. Pendant longtemps, ces innovations technologiques étaient du domaine du secteur public et du secteur du ministère des Armées, mais de plus en plus, avec l'accélération du temps, il y a un phénomène qui va vers le secteur privé. Et donc, il faut qu'on innove là-dessus, sur les relations entre le privé et le public, sur comment on peut faire rentrer du travail collaboratif pour justement décloisonner tous les acteurs de la recherche et de l'innovation pour qu'elle soit le plus rapidement performante et opérationnelle pour nos équipes, pour nos opérations et puis pour nos équipements. Donc comme je l'avais annoncé devant la commission, je refais cette proposition. Je vous propose de retirer cet amendement et peut-être le suivant, on en parlera, pour que la commission se saisisse de ce dossier, regarde comment on peut faire progresser cette question, qui est une question essentielle pour nos armées, pour nos systèmes de recherche et aussi pour toutes nos entreprises. Donc je vous proposerai de le retirer et que, au travers d'une mission d'information ou d'un outil comme ça à la disposition de notre commission, on puisse creuser le sujet et faire des propositions au gouvernement et pourquoi pas directement à la DGA allant dans ce sens. Donc, monsieur le député, si vous êtes d'accord, retirez cet amendement, sinon j'émettrai un avis pas trop favorable. Même avis, madame la ministre, même avis, monsieur le député, les retirer, mes chers collègues, monsieur Lenné. Merci, monsieur le président. Il était important qu'on en parle dans cet hémicycle, c'est pas par défiance que je l'ai représenté ce soir. Voilà, donc je vous remercie pour eux et puis évidemment je le retire. Merci. Le 159, j'ai payé la parole. Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, c'est un amendement qui met l'accent sur les difficultés actuellement à attirer dans les armées certains métiers. On pense à des métiers très spécialisés comme les ingénieurs, les mécaniciens, les médecins, où il y a une forte concurrence par le privé. Et également, c'est un amendement qui a trait également à la fidélité. Nous pensons que le gouvernement, qui s'est déjà engagé, mais devrait s'engager à augmenter les rémunérations si on veut à la fois attirer certains métiers et si on veut à la fois fidéliser. Et ça concerne d'ailleurs tous les métiers de l'armée. Lors d'un rapport que j'ai pu faire avec mon collègue ici présent sur l'exécution de la loi de programmation militaire actuelle, on a été tout à fait attentif à ce qu'on nous a dit en disant il y a des métiers difficiles parce qu'il y a une concurrence dans le privé qui est très forte et puis dans certains corps de l'armée, que ce soit dans l'armée de terre, voire dans la marine, voire dans l'aviation, on a du mal à fidéliser et à recruter des militaires. Donc je pense que c'est simplement un amendement d'appel, c'est un engagement que le gouvernement a déjà pris mais qui pourrait être renforcé par cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Vous avez déjà esquissé une partie de la réponse. Oui, monsieur le président, avant de répondre à l'amendement, je voudrais une petite interruption de séance, sans que personne ici ne quitte l'hémicycle, parce que madame la ministre a une information à nous donner. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Je voudrais 5 minutes de suspension de séance, si c'est possible. Merci. Donc, nous suspendons pour 5 minutes. Voilà, merci.
La séance est reprise. Séance est reprise. Je vous passe la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai demandé cette interruption de séance car nous avons appris il y a quelques minutes qu'un légionnaire du 2e REI a perdu la vie à Bagdad. Il était âgé de 31 ans, il était célibataire. L'information vient d'être rendue publique puisque la famille est désormais informée. Vous connaissez nos règles en la matière. Et donc, je vous propose une petite minute de silence à sa mémoire. Merci. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses camarades, bien évidemment, et nous poursuivons nos travaux. Monsieur Puyot, vous aviez la parole. Monsieur le rapporteur, si vous voulez bien répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Joachim Puyot, vous disiez dans votre exposé sommaire que nous avions besoin de donner toute notre reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui font le métier des armes, au risque de leur vie. Et nous venons encore une fois nous apercevoir que cela arrive. La loi de programmation militaire est justement là pour donner les moyens à nos armées pour qu'elles puissent remplir leur mission en toute efficacité, mais aussi en toute sécurité. En tout cas, si on peut appeler de la sécurité pour des gens qui sont là pour intervenir pour la défense et la sécurité de notre territoire, mais aussi de nos concitoyens, notre sécurité. Et effectivement, dans toutes les mesures que nous proposons, nous essayons d'être que cette reconnaissance soit à la hauteur des mesures qui sont proposées. Alors, vous avez dit, monsieur le député Puyot, que c'était un amendement d'appel. Vous savez que dans une des propositions qui nous est faite par Madame la ministre des Armées, il y a la nouvelle politique de rémunération des militaires, la NPRM, qui sera mise en œuvre pour 2021, dans 3 ans, dont 2 objectifs. Le premier, c'est la maîtrise salariale, de la masse salariale, mais le second objectif, c'est surtout la simplification du système indemnitaire. Système indemnitaire qui n'est plus reconnu ni par les uns ni par les autres, n'est plus accepté, tellement il y a de différences, tellement il y a de variations, tellement il y a de primes. Donc il faut simplifier tout ça. On sait que c'est très difficile, mais le ministère des Armées s'y est engagé. Et donc je pense, je laisserai Madame la ministre nous préciser ses objectifs. Et je pense que c'est très important, c'est un volet important. Vous savez que cette loi de programmation s'appelle « À hauteur d'homme ». Et donc c'est un des enjeux justement de cette mise à niveau à hauteur d'homme pour la reconnaissance de la nation à toutes ces femmes et à tous ces hommes. Et comme c'est un amendement d'appel, je pense que vous le retirerez après les précisions de Madame la ministre. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, le volet indiciaire n'est évidemment qu'un élément de la rémunération des personnels civils et militaires. C'est surtout le dispositif indemnitaire qui contribue à l'attractivité, à la fidélisation. Monsieur le rapporteur a mentionné la transposition du plan parcours professionnel, carrière et rémunération aux militaires qui participe à l'amélioration des indices de solde, notamment pour les salaires les plus faibles. Et d'une manière générale, la revalorisation de la condition militaire est un point d'attention.
Et nous avons donc lancé en 2017 un chantier majeur avec la nouvelle politique de rémunération des militaires qui, comme l'a indiqué monsieur le rapporteur, poursuit un objectif de simplification et puis de prise en compte aussi rénovée des suggestions des militaires. Le volet du recrutement et de la fidélisation du personnel militaire constitue un des enjeux majeurs de réflexion. Pour les personnels civils, il en va de même. Les grilles indiciaires des fonctionnaires sont celles des corps identiques ou comparables à ceux des autres administrations. Il n'est pas possible de les modifier unilatéralement. La situation des ouvriers de l'État a été revalorisée lors de la réforme de la fin de l'année 2016. Et là aussi, la fidélisation du personnel civil est une priorité. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu un effort important sur le régime indemnitaire des personnels civils qui avaient singulièrement décroché par rapport à d'autres ministères. Donc, je comprends le sens de votre amendement d'appel. Et la question soulevée est un point d'attention tout à fait important pour ce qui nous concerne. Merci. Monsieur André, tout d'abord, et puis Monsieur le Président Chassaigne. Oui, merci Président. Au sujet de cet amendement de notre collègue Pueyo, je suis un peu embarrassé mais je lui ai dit déjà lors de l'examen en commission, même si le texte de son amendement a quelque peu évolué. Je suis un peu gêné parce que je partage le constat qu'il fait et qu'il reprend dans son exposé des motifs, et dont le point principal, c'est la difficulté d'attirer, et en particulier dans certains métiers en tension. Et de ce point de vue-là, effectivement, on peut être amené à considérer, et d'ailleurs c'est la politique du ministère, à considérer qu'il faut veiller par la politique de rémunération, et principalement indemnitaire et non pas indiciaire, que c'est par ce biais qu'on peut rendre plus attractif dans nos armées les candidats pour exercer dans ces fonctions. Mais ça, c'est l'exposé des motifs. Or, la mesure contenue dans la modification de l'alinéa qu'il propose, là, elle est à portée générale, puisque vous dites, chers collègues, qu'il faut de façon générale envisager une révision progressive des rémunérations. Donc il y a une sorte de contradiction entre l'exposé des motifs qui vise un problème bien ciblé, bien particulier, qui est l'attractivité pour certains métiers, et la mesure elle-même qui est à portée générale. Donc une sorte de contradiction de mon point de vue. Merci. Monsieur Chassaigne. Oui, chers collègues, on a en fait là un amendement qui est à l'opposé, je dis bien l'opposé de celui de M. Lainé. Vous partez du même constat, et ce constat nous remonte effectivement qu'il y a aujourd'hui des difficultés de recrutement pour l'industrie publique de l'armement et de l'industrie qui s'occupe plus particulièrement du MCO. Il y a d'autre part ensuite le constat de départ de personnes qui travaillent dans l'industrie publique de l'armement et qui, pour des salaires beaucoup plus attractifs, partent vers le privé. La réponse apportée tout à l'heure par l'amendement de M. Lainé, moi je l'analyse de cette façon, c'est en fait vider le service public et faire partir en masse vers le privé, et donc porter un coup terrible au maintien d'une activité publique de l'armement. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Moi, je considère que les industries de l'armement public ne peuvent pas se transformer en start-up, en quelque sorte. La réponse qu'a apportée par le groupe socialiste et notre collègue Pueyo, c'est en fait une réponse qui consiste à une revalorisation, parce qu'il faut le maintien d'un savoir-faire, c'est indispensable. Il faut le maintien d'une expertise publique, c'est indispensable. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse pérenniser les emplois pour pouvoir pérenniser le domaine public dans le secteur de l'armement. Merci. M. Pueyo a la parole. Oui, en plus, mon amendement est relativement simple. Je demande à ce que le gouvernement s'engage. Je n'indique pas de chiffres. Je n'indique pas qu'il faut augmenter la masse salariale de 10%, ni de délai.
mais simplement la volonté du gouvernement de maintenir au sein des armées soit des militaires, soit des fonctionnaires d'État qui ont des métiers très spécialisés. C'est ça, en fin de compte, le sens de mon amendement. Il n'est pas en contradiction par rapport à l'argumentaire. Parce que je pense que dans nos circonscriptions, vous avez des militaires de deuxième classe. Moi, je leur pose toujours la question, mais combien vous gagnez par mois? Ils m'indiquent leur mensualité. C'est quand même relativement faible par rapport aux engagements, par rapport à leur disponibilité, par rapport à leur savoir-faire, par rapport à leur engagement, même s'ils ont des primes lorsqu'ils vont en Outre-mer ou dans des OPEX. Mais c'est quand même pas très élevé. Donc, je pense qu'on peut... Ça dépend, ça dépend à quel niveau on est, si on est caporal-chef ou sergent. Un militaire qui commence à s'engager, il a un peu plus que le SMIG. Merci. L'amendement est maintenu. Mais guère plus, 1200, 1300 Retiré, euros. maintenu, M. Puyot. Je maintiens l'amendement. Monsieur le rapporteur. Je comprends. Merci, Monsieur le Président. Je comprends, Monsieur le député, que vous mainteniez votre amendement. Mais vous demandez un engagement au gouvernement. Et dans la loi de programmation militaire, le gouvernement s'engage puisqu'il veut mettre sur le chantier une nouvelle politique de rémunération des militaires. Donc votre engagement, il le donne, le gouvernement le fait. Donc je ne comprends pas, c'est pour ça que si vous ne le retirez pas, je maintiens un avis défavorable. Donc je mets aux voix cet amendement. Non, Julio, là on a tout dit. Avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour, contre, il est rejeté. Monsieur Lenné a la parole pour le 307. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Puis je vais en profiter pour répondre à Monsieur Chassaigne, dont je suis malheureux qu'il ait mal imprimé propos tout à l'heure, moi qui étais en admiration pour lui et sa fine connaissance de ces questions-là. Je reviens sur la DGA dont vous avez compris mon attachement, mais je crois que c'est un attachement partagé, eu égard à l'importance de la DGA dans notre BITD. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça va aller dans les deux sens. Et là, ce dont on parle, c'est de pouvoir recruter également des ingénieurs au sein de la DGA, mais qui viennent du privé. Sauf qu'on a le problème du dogme du statut de militaire sur ces ingénieurs. Or, les techniciens ne sont pas nécessairement ingénieurs, y compris nos ouvriers d'État, nos excellents ouvriers d'État. Donc voilà, pourquoi on ne mettrait pas plus de souplesse dans ces statuts-là? Pour en avoir discuté avec eux, ils sont plutôt ouverts au sujet et on aurait donc plus de souplesse sur la rémunération. Je rappelle quand même qu'on a des programmes extrêmement exigeants au niveau technologique et qu'on a besoin d'être à la pointe en permanence. Donc voilà, donc pourquoi ce dogme-là et est-ce qu'on ne peut pas le faire évoluer? Donc c'était le 207, avis de la commission, Monsieur le Président rapporteur. Merci Monsieur le Président. L'avis sera le même que celui que j'ai exposé tout à l'heure. Mais je voulais en profiter, c'est pour ça que je reprends la parole pour argumenter auprès du Président Chassaigne. La DGA, ce sont des militaires. Donc les militaires, ils ont un statut public. Il n'est pas question qu'ils aient un statut privé. Mais n'empêche, ou en même temps, il serait bien que ces militaires qui sont aussi des ingénieurs puissent aller travailler dans le privé, dans leur parcours professionnel, tout comme ils pourraient aller travailler dans un des états-majors pour faire en sorte que ceux qui pensent nos prochains équipements puissent aussi avoir certaines étapes de leur parcours professionnel chez les gens qui réalisent ces équipements ou chez les gens qui vont s'en servir, donc aux états-majors. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce besoin, cette proposition de fluidité. On ne peut pas le faire dans la loi de programmation militaire, et ça serait bien que dans notre commission de la défense et des forces armées, dont vous êtes membre, Monsieur le Président Chassaigne, on puisse y réfléchir sans retirer, bien entendu, le statut public à nos militaires, qui sont aussi des ingénieurs de la DGA. Donc, Monsieur, cher collègue Fabien Lenné, je vous demande de retirer votre amendement. Attendez, Monsieur Furst avait demandé la parole. Oui, parce que les choses ont parfois l'air très faciles. Tout à l'heure, dire on a des métiers en tension, payons mieux les gens
qui sont sur des métiers en tension. Ça paraît évident. Sauf que vous avez des gens qui sont proches, qui, eux, ne seront pas considérés comme étant en tension, et là, vous créez des tensions sociales. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut gérer toutes ces questions avec un grand doigté et beaucoup de prudence, parce que les gens qui ne bénéficient pas de mesures se sentent immédiatement peu respectés, peu considérés. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement difficile. Et deuxième élément, sur les questions de ressources humaines, vous posez fondamentalement une question philosophique. Entre le passage de la DGA à nos grandes industries, entre l'un et l'autre, ça paraît totalement séduisant. Mais quel degré de consanguinité faut-il autoriser entre notre industrie et la direction générale de l'armement? Il y a derrière là une question philosophique. Tout paraît séduisant comme ça au travers d'un certain nombre de phrases que nous prononçons, mais il y a une philosophie qu'il faut construire, des limites qu'il faut construire. Je pense que notre système doit aussi être éthique et poser des règles. Merci, Monsieur Lenné. Vous retirez l'amendement? Oui, juste pour répondre à Monsieur Furst, il y a une vraie perméabilité dans les technologies civiles, militaires et du côté de la DGA, donc il faut qu'il y ait de la perméabilité entre les hommes et la DGA s'honore de former de grands ingénieurs qui vont dans notre BITD. Donc je pense qu'il faut être conscient et bien dire les choses. En tout cas, Monsieur le Président, j'ai été conquis, donc je retire mon amendement. Merci. Si nous en venons au T1, Monsieur Lachaud. C'est moi, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci, chers collègues, Madame la Ministre. Je voudrais, à cette heure tardive, être clair. Tout à l'heure, nous avons fait un vote qui me semble un beau vote qui nous a rassemblés sur l'amendement 17. L'amendement 31, je ne voudrais pas le fait qu'il soit présenté, en l'occurrence signé par mon collègue Lachaud, amène à ce que, de votre part, il y ait un regard un peu biaisé. Je tiens à rappeler qu'il a été co-rédigé, notamment par mon collègue Bastien Lachaud et les services du président rapporteur, suite à la demande du président rapporteur. Donc, je vous invite à bien comprendre ce dont nous parlons, qui me semble en vérité, je connais la conviction de chacun d'entre vous, en capacité de nous rassembler. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il soit intégré et inséré à l'alinéa suivant, qui dit que le ministère des Armées veille particulièrement à lutter contre toutes les formes de discrimination. Une attention particulière est portée à celles ayant trait à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, des actions de prévention, une cellule d'écoute et un numéro vert dédié spécifiquement à ces discriminations sont mis en place. Dans le cas de discrimination avérée, les victimes seront accompagnées sur le plan juridique et psychologique. Je conclurai en disant que nous savons que des choses existent déjà. Nul ne doit prendre cela comme quelque sorte une volonté de dire que rien n'était fait auparavant et que nous allons passer de la nuit à la lumière. Ce n'est pas le sujet. Mais cet amendement pourrait permettre d'accompagner encore plus tous ces dispositifs. Je crois que nous pouvons tous nous rassembler sur cet amendement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, merci. Oui, Monsieur le député Alexis Corbière. Alors, on vient de passer, d'adopter à l'unanimité l'amendement numéro 17, qui avait été aussi réécrit en co-écriture entre les services de la Commission et vous, mais les services de la Commission étaient aussi en lien avec les services du ministère. Nous avions compris que l'écriture du numéro 17 couvrait l'ensemble des discriminations et des violences, puisque nous disons le ministère des Armées poursuit avec détermination sa politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, de discrimination et de violence à caractère sexuel. Donc j'ai tendance à considérer que cet amendement numéro 17 que nous avons adopté à l'unanimité de cette Assemblée couvre tous les champs et donc votre amendement numéro 31 est satisfait. Donc je ne sais pas s'il tombe, mais en tout cas j'émets un avis défavorable avant que vous le retiriez parce que je pense qu'il est largement satisfait.
Merci. Même avis, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Même avis, Monsieur le Président, et je voudrais préciser, comme je l'ai fait en commission, que s'agissant du point particulier ayant trait à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, qui est aussi un des points soulevés par l'amendement, cette question est traitée puisque nous avons publié un vade-mecum du changement de genre afin d'aider tant les agents que le commandement face à la situation particulière et délicate qui est posée dans ce type de transition. Donc je crois que nous répondons tant par l'adoption de l'amendement numéro 17 que par la précision que je viens de faire, nous répondons à l'ensemble des objectifs mis en avant par l'amendement numéro 31. Pour cette raison, j'en demanderai aussi le retrait. Alors, avant de donner la parole à Monsieur Lecoq, j'informe l'Assemblée que je suis saisi par le groupe de la gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public sur cet amendement. Monsieur Lecoq, et ce scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Lecoq a la parole. Merci. On a 5 minutes pour discuter sur cet amendement. Madame la Ministre, j'ai bien compris que vous avez déjà fait un certain travail et que le ministère a déjà fait un certain travail. Ce soir, on fait une loi de programmation. On fait une loi. Et il serait bon qu'à un moment donné, ce travail et cette orientation qui est bonne viennent compléter l'article 17, et c'est le sens de cet article 31, viennent compléter la loi pour aller dans le sens de ce que vous avez fait. C'est-à-dire, l'idée, c'est de mettre dans la loi une directive ministérielle, ça lui donne encore plus de force. Et sur cette question-là, c'est aussi saluer, d'ailleurs, le travail qui a été fait par le ministère, et la représentation nationale, dans le cadre de son indépendance, souhaite mettre dans la loi cette question sur l'identité de genre. Et je pense qu'on est en phase là-dessus entre la Chambre des députés et le ministère et l'exécutif. Merci. Madame Obono. Madame Obono ne demande pas la parole, donc Monsieur Pillot. Oui, Monsieur Pillot. Exprimer l'avis du groupe Nouvelle Gauche. On votera cet amendement parce qu'il n'est pas du tout, c'est pas le même que celui qu'on a voté unanimement. Il complète. Discrimination, ça ne veut pas dire orientation sexuelle. Donc c'est un amendement qui est très intéressant. C'est simplement une volonté de l'Assemblée nationale de dire que chaque militaire peut vivre sa vie comme il l'entend. Et je crois que c'est déjà fait, Madame la Ministre. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais très bien, vous êtes tout à fait précis sur ces points-là. Mais je ne vois pas en quoi l'amendement gêne l'action du gouvernement. Au contraire, il ne peut que le renforcer. Merci, Madame Obono. Et nous passons au vote. Donc pour aller dans le sens de ce que viennent de dire nos collègues, nous pensons effectivement qu'il n'y a pas de contradiction, au contraire, que cet amendement, adopté à la suite de l'amendement 17, renforcerait l'action. Et je tiens à rappeler, et je pense que tout le monde en a eu conscience quand le précédent amendement a été adopté, du signal aussi qui est envoyé à nos soldats, aux personnes, comme vous le disiez, qui s'engagent pour défendre la nation. Et c'est ce type de vote, je pense, qui renvoie à un signal non seulement de confiance et de soutien. On a parlé de différentes dimensions économiques en termes de sûreté, etc. La loi de programmation pourrait aussi avoir ce sens-là important pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce moment et qui sont directement concernés par cette question. Donc nous pensons vraiment qu'on peut continuer dans la lancée qui a été ouverte et confirmer l'engagement de toute la représentation nationale et de l'exécutif dans ce qui est déjà fait et très bien fait, mais qu'on peut conforter par cet amendement. Merci. Monsieur le Président rapporteur, avant que nous passions au vote. Non, mais juste avant le vote, nous n'avons rien contre cet amendement. Nous disons qu'il est satisfait. Il est satisfait par le numéro 17 qui a été adopté par l'unanimité. Donc voilà, donc, ne nous obligez pas à voter contre un amendement sur lequel nous sommes d'accord, mais qui n'apporte rien, puisque de toute manière, il est satisfait. Alors, donc je mets... Mais non, il ne vient pas compléter, puisque c'est dit toutes les violences, toutes les discriminations, caractère sexuel. Non, non, non. Je mets donc au voix, chacun a pu regagner sa place. Nous allons voter sur l'amendement 31, avis défavorable de la Commission et du gouvernement.
Chacun a pu regagner sa place. Je peux y aller? Je peux y aller? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Ainsi les résultats. Votant 92, suffrage exprimé 73, majorité 37, pour 15, contre 58. L'amendement est rejeté. Nous en venons au 103 et la parole est à Monsieur Ferrara. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, je sais que nous saluons tous cette volonté de création d'un réseau d'ambassadeurs des armées dont la mission consistera à valoriser les métiers militaires auprès d'employeurs potentiels et d'accompagner la reconversion de nos militaires, mais aussi de faciliter la mobilité géographique de ces personnels en bénéficiant aux conjoints. Cette mission rejoint celle déjà confiée à la réserve citoyenne de défense et de sécurité qui entretient l'esprit de défense, qui contribue à renforcer le lien armée-nation qui nous est cher. Ils ont ce rôle d'ambassadeur de la défense. Ainsi, il me paraît bon de mentionner que l'animation de ce réseau d'ambassadeurs reposera pour partie sur la réserve citoyenne de défense et de sécurité. Pour partie, bien évidemment, compte tenu de leurs charges déjà importantes. Par ailleurs, je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Jean-Jacques Ferrara. Merci parce que vous avez accepté de réécrire cet amendement suite à la discussion que nous avions eue en commission. Et donc, cette rédaction est tout à fait satisfaisante. Et bien entendu, j'ai le plaisir de donner un avis favorable à cet amendement. Ça s'appelle de la co-construction, mes chers collègues. Même avis, Madame la Ministre. Avis. Je mets donc aux voix le 103 qui est pour, contre, il est adopté. Le 302, Madame Chapelier. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame et Messieurs les rapporteurs. Il s'agit d'un amendement qui vise à rajouter cette précision sur le fait que le ministère des Armées sera associé à tous les débats de refonte de la fonction publique pour mieux anticiper et adapter les réformes à ses spécificités. En effet, la participation de la fonction publique des militaires au débat de refonte de la fonction publique est nécessaire afin que les travaux préparatoires puissent être amenés de manière à mieux les transposer et anticiper les dispositifs d'adaptation. Les délais de mise en œuvre pour la fonction publique des militaires peuvent effectivement engendrer des décalages par rapport à la fonction publique civile. Lorsqu'on parle de changements aussi profonds que ces débats à venir de refonte de la fonction publique, il paraît logique d'inclure les militaires qui, avec leurs 265 000 actifs dans ces ont nécessité à participer à ces discussions. Il est donc important que le ministère puisse être en mesure de participer au débat sur les réformes à venir qui le concernent. Merci, Monsieur le Président rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée Chapelier, votre amendement est très satisfaisant. Nous en avons parlé lors de la réunion de la commission. Et donc là aussi, vous les y avez retravaillé. Et donc merci pour ce retravail. Et cet amendement reçoit un avis favorable. Merci. Merci. Même avis, Madame la Ministre. Je mets aux voix le 302 qui est pour, contre, adopté. Monsieur Corbière a la parole pour le 18. Ah, Madame Abonneau, pardon. Monsieur le Président, alors sur la bonne lancée de co-construction dont se félicite Monsieur le rapporteur, président rapporteur, nous vous présentons cet amendement qui a été déposé en commission et nous avons donc tenu compte des remarques qui nous ont été faites à ce moment-là pour qu'il puisse être accepté sans trop de difficultés. Il modifie en effet un passage qui évoque dans le texte de loi une future réforme des retraites. La formulation initiale du rapport était ambiguë puisqu'elle laissait penser que nous adoptions par avance une réforme dont nous ne connaissons rien et dont le Parlement n'a même pas encore été saisi et n'a ni pu débattre ni pu voter à ce propos. C'est ce que tout député et toute députée présente, je pense, ne peut accepter. Et à cette proposition d'amendement, on nous a répondu que le rapport visait justement à anticiper la réforme et à s'assurer qu'elle ne portait pas préjudice aux spécificités du système de pension des militaires. Nous acceptons volontiers cet argument, puisque nous l'acceptons d'ailleurs pour d'autres catégories, mais si on peut au moins commencer à se mettre d'accord sur la question des militaires
Nous sommes bien évidemment d'accord sur ce point. Et donc, pour concilier les deux dimensions, nous proposons comme formulation alternative d'inscrire dans le projet de loi, si une réforme des retraites devait être adoptée par le Parlement, elle prendrait en compte ces spécificités. Je crois qu'avec cette formulation, chacun marque sa bonne foi, évite, y compris de voter un texte qui mettrait les députés en contradiction avec leurs fonctions, et personne n'insulte donc l'avenir et le résultat des débats que nous aurons sur la réforme des retraites. Merci, monsieur le président rapporteur. Madame la députée Obono, vous nous proposez d'inscrire dans la loi, puisque nous faisons la loi, loi de programmation militaire, mais c'est comme une loi. Vous dites, si une réforme des retraites est adoptée par le Parlement, comment peut-on mettre dans une loi le « si c'est adopté par le Parlement » ? La loi, elle vient du Parlement, elle est votée par le Parlement. Donc je ne comprends pas cette formulation. Dans la version actuelle de l'alinéa 254, il est spécifié « la future réforme des retraites s'appliquera aux militaires » en tenant compte de ces spécificités qui sont rappelées au début de cet article 254. Donc nous sommes tous d'accord pour dire qu'actuellement, il y a un régime de retraite qui tient compte de la vie militaire, des sujétions militaires, des contraintes militaires, et cela depuis longtemps. Et depuis qu'il y a dans les cartons par le gouvernement une réforme des retraites, comme ça avait été annoncé durant la campagne des élections présidentielles, eh bien, il a toujours été dit par le président de la République, tout comme par la ministre des Armées, que quand cette réforme des retraites sera adoptée par le Parlement, il y aura bien un volet d'application spécifique aux militaires pour que les retraites des militaires ne baissent pas en moyens et en avantages. Donc c'est tout. Donc la formulation qui est contenue dans le texte actuel, l'alinéa 254, est tout à fait suffisant. Et le vôtre, je ne comprends pas. Donc je vous propose soit de retirer votre amendement, soit j'émettrai un avis défavorable. Même avis, Madame la Ministre. Oui, Monsieur Lachaud a la parole. Oui, juste pour que nous soyons bien clairs. Monsieur le Président rapporteur, vous nous dites c'est le Parlement qui fait la loi. Très bien. Aujourd'hui, nous votons une LPM. Cette LPM évoque une future réforme des retraites. Pour que cette future réforme des retraites s'applique, il faut bien que le Parlement la vote, ce qui n'est pas encore le cas. Ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui voter une loi qui va affirmer que le Parlement va voter une future loi. Nous n'allons pas aujourd'hui lier les mains des parlementaires en disant « cette future loi, elle sera de toute manière adoptée ». On n'en sait rien. C'est probable, c'est possible, mais ce n'est pas une certitude. Ce que nous disons, c'est simplement de nous positionner aujourd'hui. Si cette future loi est adoptée, elle tiendra compte du régime spécifique des militaires. Nous demandons juste qu'aujourd'hui, nous n'actions pas le fait que le Parlement va adopter une future loi dont il n'a pas encore connaissance. C'est la seule chose. Nous n'empêcherons évidemment pas, en votant ça, la majorité d'adopter une future réforme des retraites. Nous disons juste, aujourd'hui, cette future réforme des retraites n'est pas adoptée par le Parlement. On ne la connaît pas. Donc, en effet, on est dans la potentialité et donc dans l'usage du si. Je mets le quoi l'amendement 18, avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour l'amendement, contre, rejeté. Nous en venons à des amendements soumis à discussion commune. Monsieur Bazin pour le 55. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cet amendement vise à rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 259. Les effectifs liés à la mise en œuvre éventuelle d'un service national universel viendront en augmentation du plafond des emplois autorisés du ministère de la Défense. Ça va mieux en l'écrivant. Ainsi, on traduirait votre engagement, Madame la Ministre, que la mise en place du service national universel, s'il est mis en place, ne doit pas avoir d'impact sur les emplois du ministère de la Défense tel que prévu dans cette LPM. Merci. Dans discussion commune également, Madame Dubois, la parole pour le 167.
Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement effectivement qui est très semblable et qui précise que le financement et la mise en œuvre du futur service national universel rénové ne devront pas mobiliser les moyens prévus pour les armées par la présente loi de programmation militaire. Le Président de la République comme la ministre des Armées s'y sont engagés. Toutefois, les moyens humains qui lui seront affectés seront forcément en partie issus de nos armées. Donc le présent amendement a pour objet de préciser qu'il ne paraît ni acceptable ni envisageable qu'il soit une charge supplémentaire pour nos armées, déjà fortement sollicitées. Merci, Monsieur le Président rapporteur. Alors, je ne vais pas avoir une réponse satisfaisante, hein, mes chers collègues. Je reprends le premier amendement, celui de M. Bazin. M. Bazin, vous dites exactement les effectifs liés à la mise en œuvre éventuelle d'un service national universel viendront en augmentation du plafond des emplois autorisés du ministère de la Défense. Nous sommes d'accord. Alors, soit votre phrase, soit vous souhaitez par cette phrase vous assurer que les effectifs supplémentaires prévus par la LPM ne seront pas employés pour la mise en œuvre du SNU. Si c'est cela, c'est déjà écrit. Donc ce n'est pas la peine de le réécrire. Par contre, si vous voulez indiquer que les effectifs actuels ne seront pas sollicités pour la mise en œuvre du SNU, ce n'est pas assez précis, votre formulation. Parce qu'aujourd'hui, dans les effectifs actuels du ministère des Armées, donc des armées, il y a des effectifs qui sont pour la mise en œuvre du service national universel actuel. Au travers du SMV, c'est 250 personnes. Au travers du SMA, c'est encore un peu plus. Au travers des cadets de la défense, c'en est encore. Au travers des journées défense et citoyenneté, c'en est aussi. Donc actuellement, dans les effectifs du ministère des Armées, nous avons des personnels, des sous-officiers, des officiers qui travaillent dans le cadre de la mise en œuvre du service national universel actuel, que vous connaissez tous. Donc c'est pour ça que votre formulation ne me paraît pas très juste, et la formulation de Madame Dubois non plus. Donc faisons attention, nous avons dit, c'est écrit, Madame la ministre l'a répété plusieurs fois, que quand il y aura la mise en œuvre du service national universel, et nous ne savons pas aujourd'hui quel contenu, quel rythme, quelle ampleur, etc., tant qu'il n'y aura pas de réforme, il n'y aura pas d'impact sur les moyens budgétaires et sur les moyens en personnel du ministère des Armées. C'est dit, c'est réécrit, ce n'est pas la peine de le réamender. Donc je donne un avis défavorable. Mais faisons attention parce que dans les explications, soyons très précis, parce qu'aujourd'hui, il y a, je ne sais pas combien d'hommes affectés aux différents dispositifs qui rentrent dans le service national universel actuel. Donc avis défavorable pour ces deux amendements. Ou retrait. Ou retrait. Merci. Même avis, Madame la Ministre. Monsieur Puyot avait demandé la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Je suis un peu surpris des propos du rapporteur parce que moi j'avais compris que l'amendement visait le service national universel obligatoire qui doit être mis en place suite à la décision du Président de la République. Le service national universel actuel, il y a quand même une orientation, il y a un groupe de travail. Je crois qu'à un moment donné, il faudra rapidement nous dire ce que vous voulez faire sur ce sujet-là. Parce qu'il y a eu déjà plusieurs rapports sur le service national universel avec le parcours citoyen. Mais vous voyez très bien qu'il y a un malaise par rapport à ce sujet-là. Parce qu'on ne sait pas... est-ce que je peux dire ce que je pense? Moi, je ne savais pas que je ne pouvais pas m'exprimer. Moi, je pense que sur ce sujet-là, il faudra plus de clarté. Effectivement, dans la mesure où on nous a dit à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas 1 euro pris sur le budget des armées concernant le futur service national universel obligatoire, je pense que c'est un amendement de précision, tout simplement. Donc, moi, je le comprends et je le voterai. Merci, Monsieur. Madame Dubois, alors.
dans mon exposé, je parlais bien du service universel rénové et non pas l'actuel. Monsieur Chalumeau. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise. Vous le savez très bien, puisqu'on a une mission d'information que vous connaissez tous, puisqu'elle a été présentée devant la Commission. Point. Voilà, c'est tout. Et actuellement, nous n'avons absolument aucune certitude. Il y a un travail qui est en cours. Donc les choses sont déconnectées de la LPM aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait le même sujet et ce sujet-là viendra en son temps et je ne doute pas qu'on aura un beau débat là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Je vous remercie. Monsieur Bazin, puis Monsieur de la Verpillière. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, c'est un des sujets, on l'a évoqué hier, une des inquiétudes majeures par rapport à la construction de cette LPM. Ce paragraphe est constitué de 2 phrases. La première évoque l'augmentation des effectifs. La deuxième évoque cette augmentation des effectifs. Elle ne prend pas en compte la contribution des mises en place SNU. Et donc il y a une forme d'équivoque. Mais les effectifs actuels, et par rapport à votre remarque, Monsieur le Président rapporteur, le SMV et le SMA n'ont pas forcément vocation à disparaître, d'après les discussions que nous avons pu avoir lors des débats en commission. Donc les effectifs qui sont liés au SMV et au SMA, d'une certaine manière, ne vont pas changer. Donc si le SNU vient en plus, on va peut-être demander aux effectifs actuels, et je ne parle pas de ceux en plus, aux effectifs actuels de contribuer. Et quand on regarde d'ailleurs l'augmentation des effectifs, elle concerne essentiellement des postes qui n'ont rien à voir avec le SNU, puisqu'on est sur la cyberdéfense, on est sur le renseignement. Et donc, dans cette formulation qui est la vôtre, il y a une équivoque sur les effectifs actuels. Et il faut qu'on puisse s'assurer dans la rédaction qu'on prend que les effectifs actuels ne contribueront pas à la mise en œuvre éventuelle du SNU. C'est un sujet majeur. Et on doit une clarté à nos armées qui sont très inquiets sur ce sujet-là. Monsieur de la Verpillière, à la parole. Merci, Monsieur le Président. M'adressant à notre président rapporteur, je lui dirais qu'il est trop fin connaisseur de ces questions pour ne pas avoir compris les amendements qui sont présentés. De quoi parlons-nous? Nous parlons évidemment du service national universel obligatoire dont le président de la République a annoncé la mise en œuvre, et c'était d'ailleurs une de ses promesses de campagne. Nous parlons de ça, de ce service national universel obligatoire qui s'adressera à chaque classe d'âge, environ, me semble-t-il, 800 000 jeunes. Donc, c'est bien de cela dont nous parlons. Et la question qui est majeure, nous l'avons posée dès la discussion générale hier, c'est celle de savoir si l'armée devra apporter sa contribution à la mise en œuvre de ce service national universel obligatoire. C'est probable, parce que c'est elle qui a les cadres compétents pour le faire. Donc, est-ce que l'armée devra apporter sa contribution, essentiellement en encadrement? Et si oui, est-ce que cette contribution viendra impacter les crédits qui sont prévus par la loi de programmation militaire? À cette deuxième question, est-ce que ça aura un impact sur les crédits prévus par la loi de programmation militaire? Aussi bien, me semble-t-il, le président de la République que Madame la ministre ont toujours dit non, ça n'impactera pas, ça ne viendra pas en déduction des crédits ou de la trajectoire budgétaire de la loi de programmation militaire. Alors tout ce que nous vous demandons, mes chers collègues, et c'est tout, c'est l'objet de ces amendements, tout ce que nous vous demandons, c'est que ces déclarations, eh bien, elles soient écrites, que ça soit inscrit dans le rapport annexé
à la loi de programmation militaire. Si c'est vraiment votre intention, écrivons-le, et écrivons-le d'une façon qui ne soit pas ambiguë. Vous voyez bien que c'est un point central dans cette loi de programmation militaire et qui déterminera d'ailleurs notre vote à l'issue des débats. Merci. Alors j'informe l'Assemblée que je suis saisi par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public sur l'amendement 167. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et si vous voulez bien, monsieur le rapporteur, on va écouter les orateurs. Vous conclurez. Monsieur Lachaud a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Bon. Évidemment que le service national universel aura des conséquences budgétaires. Il aura des conséquences budgétaires, y compris sur le budget de la défense. Évidemment, il eût mieux valu que ces éléments soient connus au moment où nous étudions cette loi de programmation militaire, pour des questions budgétaires, mais surtout parce que le service national universel doit être central dans notre doctrine de défense. On l'a dit, la question de l'implication populaire, que l'esprit civique sont des conditions indispensables pour notre pays, pour soutenir un conflit de longue durée. Donc, nous savons très bien que c'est grâce au service national universel que nous serons en capacité d'être une grande puissance dans le domaine du cyber, parce qu'avec le service national universel, l'ensemble des codeurs de ce pays passeront sous les drapeaux, seront au service de la nation pendant une durée qu'il faut fixer. Et pour nous, la durée, c'est 9 mois. Donc, c'est l'ensemble de ces questions-là qu'il aurait fallu que nous puissions débattre dans cette LPM. Quel lien nous faisons entre notre doctrine de défense et le service national universel? C'est de ça dont nous sommes privés à cause des tergiversations de la majorité. Donc c'est un vrai problème sur l'ensemble de cette LPM, au-delà même des questions budgétaires. Alors, encore inscrit également, Monsieur Becht. Merci, Monsieur le Président. J'invite mes collègues à ne pas mélanger tous les sujets. Nous avons ici une loi de programmation militaire qui est une voie, et nous l'avons dit hier, qui est une loi de réparation et de préparation de l'avenir. Et nous avons d'un autre côté le service national universel qui va arriver. Le Parlement en sera saisi et nous ne connaissons pas aujourd'hui son format. La LPM telle qu'elle est rédigée aujourd'hui dit que les crédits qui sont consacrés aujourd'hui à cette loi de programmation militaire ne seront pas impactés par le service national. C'est écrit noir sur blanc dans la LPM. Il ne faudrait pas qu'avec des dispositions trop restrictives, nous arrivions demain, quel que soit le format du futur service national universel, à des dispositions qui empêcheraient des militaires actuellement en active de pouvoir renforcer ce lien armée-nation, de faire des présentations, d'accueillir le cas échéant des personnes dans les régiments dans le cadre dans le cadre du service national universel. Il faut simplement que le débat puisse avoir lieu le moment venu sur le format, mais moi, en tout cas, je ne suis pas favorable à ce que l'on grave aujourd'hui dans le marbre des dispositions qui soient trop restrictives. Merci. Alors, les orateurs sont exprimés. On va donner la parole à nos deux rapporteurs. Et je crois que là, après, on pourra voter. Monsieur Guillard a la parole. Et puis notre rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Permettez-moi d'insister, mais simplement rappeler que ce débat fait l'objet de discussions au niveau de la Commission des finances et que les ressources budgétaires, elles sont programmées, je cite, à périmètre constant sur la mission de défense. Dès lors, la Commission des finances s'est prononcée pour un avis défavorable. Merci, Monsieur le Président rapporteur. La ministre s'est exprimée tout à l'heure. Je peux avoir la parole, Monsieur le Président? Oui, vous l'avez. Je vous l'ai donné. Vous êtes d'accord, mes chers collègues, que nous travaillons sur la loi de programmation militaire. Dès le départ,
il a été dit, et vous en aviez convenu, que cette loi de programmation militaire n'intégrait pas du tout la réforme du service national universel. Parce que cette loi de programmation militaire a une temporalité. Je l'ai rappelé hier, quand vous aviez présenté une motion de rejet. Non, mais ça, c'est la temporalité à la fin. Mais la temporalité au début, il faut qu'elle soit effective au 1er janvier 2019, dans 10 mois. Et nous n'avons pas de temps à perdre alors que le service national universel, aujourd'hui, il y a eu des pistes. La Commission de la Défense et des Forces armées a adopté à l'unanimité un rapport fait par Émilie Guérel et Marianne Dubois sur des pistes, sur des propositions. Il y a eu d'autres organismes qui ont fait des propositions. Il y a eu le président de la République qui a donné des orientations et qui a mis en place une commission. Mais cette commission, elle travaille. Aujourd'hui, on ne va pas mettre dans une loi des engagements de ressources humaines, de budget, etc., par un projet que personne ne connaît. Ni le périmètre, ni le contenu, ni le niveau d'implication de nos armées dans la mise en œuvre de ce dispositif. Et il est dit, il est répété plusieurs fois dans ce texte, il est dit qu'il n'y aura pas aujourd'hui d'implication de la réforme du SNU dans cette loi de programmation militaire. Et si nous ne perdions pas trop de temps dans des amendements comme ça à rallonge, et que nous étions à l'article 3, j'ai encore droit à la parole. J'ai encore droit à la parole. Mes chers collègues, il n'y avait rien d'offensant dans le propos de notre rapporteur. Il garde la parole et il conclut. Je vous rappelle, donc si nous avancions sur ce texte, nous pourrions peut-être... On l'a dit cet après-midi déjà. Nous pourrions peut-être aborder l'article 3, où l'article 3 dit que les sources... Vous pouvez sortir aussi si vous voulez. Monsieur de la Verpillière, on laisse conclure. Les ressources budgétaires de la mission défense sont hors charge pension. Et la mission défense, c'est la mission que nous défendons. Le SNU, c'est la mission anciens combattants. Donc aujourd'hui, ce texte n'aborde aucunement les crédits du SNU. Mais c'est déjà écrit. Monsieur le Président, merci de conclure avant que nous passions au vote, parce qu'on a tout a été dit. Le 259, et ça sera mon dernier mot avant le vote. On dit que l'augmentation des effectifs ne prendra pas en compte de contributions. Mais oui, et vous avez parlé de contributions, elle est bien précisée du ministère des Armées à la mise en place d'un service national universel. Donc c'est clair, c'est écrit, donc nous voterons, en tout cas je donne un avis défavorable à ces deux amendements. Merci. Monsieur Furst, pour un rappel au règlement. 58 ans. Monsieur le Président, je voudrais prendre une minute pour vous dire cette chose surprenante. Il arrive parfois, et c'est l'histoire de ce Parlement, que l'opposition puisse avoir des paroles fortes et parfois des propos excessifs. C'est la passion de ceux qui aimeraient que le pays soit géré différemment. Mais il est très rare que la majorité puisse s'exprimer parfois avec des mots aussi blessants et souvent inutiles. Cet après-midi, on a voulu envoyer chez un psychiatre un de nos collègues de l'Assemblée. J'ai été scandalisé par ce propos et je dois dire que je n'ai pas entendu de mots d'excuses provenant de la majorité qui auraient été les bienvenus. Ça aurait permis d'apaiser nos travaux. Et ce soir, probablement sous l'effet de la fatigue, notre rapporteur, dont nous connaissons la chaleur qu'il nous exprime régulièrement, a un peu glissé par un propos que nous pourrions considérer comme étant blessant. Je trouve que cela est dommage et n'enrichit pas la qualité de nos travaux et
de ce que nous devons porter Merci. pour le bien de notre armée. Président, je formulerai simplement le vœu que l'opposition soit pleinement et entièrement respectée au travers des propos qui sont portés. Mon cher collègue. Et ainsi, nous avancerons sereinement ensemble. Monsieur Chassaigne qui partage ce sentiment, j'imagine. Je partage, mais c'est en fait un rappel au règlement au nom de l'article 58 alinéa 1, parce que au regard des propos tenus par Monsieur le Président de la Commission, non pas sur ce qui a été dit, je partage complètement, vous avez tort d'essayer d'avoir des appréciations, j'allais dire qualitatives, sur les amendements déposés, mais passons là-dessus. Mais vous nous avez trompé dans votre réponse, vous nous avez trompé parce que vous avez dit que ce texte ne traitait pas des questions des anciens combattants. C'est faux. Il y a 2 articles qui traitent des anciens combattants. Il y a l'article 32 et il y a l'article 36. Donc ce n'est absolument pas un argument de dire on ne traite que des questions sur la programmation de loi militaire. Il y a aussi ce que j'appellerais on est assez loin du règlement, qui sont un peu des cavaliers législatifs. Des choses. Merci. Mes propos. Monsieur le Président. J'ai parlé de mission budgétaire. C'est la mission budgétaire défense. Et seule cette mission budgétaire défense est impactée par cette loi de programmation militaire. Et les budgets SNU ne sont pas dans cette mission budgétaire. Mais par contre, effectivement, nous avons quelques articles sur les anciens combattants, nous avons quelques articles sur les victimes, les blessés, les pensions, etc. Mais c'est dans le cadre de la loi de programmation militaire et non pas dans le cadre d'une mission budgétaire. Voilà. Bon. Quand mes chers collègues, avant qu'on passe au vote, moi j'entends les appels respecter l'opposition, mais je pense respecter l'opposition. Je pense respecter l'opposition quand je dis parfois que nos débats prennent beaucoup de temps. J'ai un plaisir à rapporter ce texte. J'ai un plaisir à participer à nos échanges, à nos débats, qui sont de haute qualité. Mais je vous rappelle qu'il est un peu plus presque minuit, que nous sommes mercredi soir, que ce texte, il faudra qu'il soit adopté par cette Assemblée mardi prochain, et que nous ne sommes même pas à la moitié des amendements. C'est tout. Comme rapporteur, je peux vous dire ça. Et quand je dis qu'il y a parfois un peu d'excès dans la longueur de nos échanges, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas comment je retire mon plaisir de travailler avec les oppositions. Mais moi, je respecte les oppositions, mais parfois respecter aussi la majorité, parce que nous avons aussi beaucoup de choses à apporter. Alors, nous allons procéder au vote. Le 55 est retiré, n'est-ce pas, M. Bazin, et nous votons sur le seul... Enfin, bon, quand on veut une certaine cohérence dans les amendements, voilà. Bon, alors je mets au voix le 55, on vote à main levée simplement. Qui est pour le 55? Contre? Il est rejeté. Donc on va voter sur le 167. Là, c'est un vote électronique. Chacun a pu regagner sa place. Donc 167, avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 88, exprimé 84, majorité 43, pour 21, contre 63. L'amendement est donc rejeté. Nous en venons au 173. Madame Dubois, à nouveau la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Le présent amendement a simplement pour objet de préciser la rédaction de l'alinéa 262 qui évoque le renforcement du lien jeunesse-armée depuis les attentats qui ont frappé notre pays au cœur en 2015. En effet, depuis 2015, le législateur a décidé de lancer une expérimentation du service militaire inscrit aux articles 22-23 de la loi 2015-917 du 28 juillet 2015, actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
Il a aussi décidé d'ouvrir la possibilité de lancer une expérimentation d'un programme national de cadets de la défense, inscrite à l'article 26 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté. Donc dès lors, il est proposé de donner simplement du corps à la formulation générale du rapport annexé pour évoquer la traduction concrète de la réaffirmation du lien entre la jeunesse et les armées conduite depuis 2015. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors, on va avoir quelques amendements concernant les cadets de la défense et le service militaire volontaire. Ma position de rapporteur sera toujours la même. Je ne sais pas si ça va faire plaisir à tout le monde, mais dans l'attente des orientations, des précisions que nous aurons, et du projet de loi sûrement, que nous aurons concernant la refonte du dispositif de service national universel. Et je pense que quand nous y verrons plus clair, nous verrons bien que les dispositifs qui entrent actuellement dans ce service national universel pourront peut-être voir évoluer leur mission, leur contenu, leurs affectations budgétaires, etc. Donc, tout ce qui est nouveautés, changement de périmètre, changement du nombre de personnes affectées, etc., concernant les cadets de la défense, concernant le service militaire SMV volontaire, eh ben, j'émettrai un avis défavorable. Attendons de voir quelles sont les directives pour ce service national universel, en tout cas pour la refonte de ce service national universel. Et à ce moment-là, nous pourrons reparler en commission et sûrement par un texte de loi de contenu de tous ces dispositifs qui concernent le lien armée-nation. Avis défavorable. Même avis. Madame la ministre, même avis. Vous avez la parole. Oui, défavorable également. Bon, vous voulez modifier une phrase en ajoutant deux dispositifs vis-à-vis de la jeunesse, puisqu'on parle de lien armée-nation. Mais en fait, la liste pourrait être longue, parce que des dispositifs vis-à-vis de la jeunesse, les armées en développent beaucoup. Il n'y a pas que les cadets de la défense et le SMV. Il y a également le plan égalité des chances. Il y a également les classes défense-sécurité globale. Il y a les cadets, vous l'avez dit, il y a le tutorat, il y a tous les lycées de la défense, il y a les périodes militaires qui sont développées dans certaines unités. Donc, et il y a bien sûr la JDC. Donc voilà, le panel est très très important et je ne vois pas l'intérêt de faire d'énumérer tout cela. Et je crois que le lien armée-nation est bien adapté pour mettre en avant tous ces dispositifs mis en œuvre par les armées vis-à-vis de la jeunesse. Merci. Monsieur Lassalle, la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres et Monsieur le rapporteur. J'ai déjà eu l'occasion de le dire hier soir lors de la discussion générale. Je pense que nous manquons d'une occasion historique avec le retour de ce service, j'espère qu'il sera mis en place, de nous en tenir à 3 mois. Je disais hier soir que ce que je pensais, et que nous connaissons tous, de l'état de notre jeunesse, l'état dans lequel elle se trouve. Alors bien sûr, il y a une jeunesse qui réussit. J'ai la chance, comme beaucoup d'entre vous, d'être invité dans les grandes écoles de France. Mais je vois aussi la haine de la France que j'ai rencontrée dans les cités les plus difficiles à 2 heures du matin. La haine de la civilisation, mais la haine de la France. Et puis, je vois le sentiment d'abandon que l'on retrouve dans d'autres territoires de France, pour d'autres raisons. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il n'y a pas de disposition plus urgente, plus importante pour refaire peuple, pour refaire nation, que de remettre un service militaire, et enfin, un service civil, civique, militaire à faire en France, en Europe, partout où on voudra, mais qui mette l'ensemble des jeunes à 18 ans ensemble. Je ne vois pas comment on peut se sortir de ce mauvais pas. Voilà, je voulais simplement le rappeler. 3 mois, ça va coûter les yeux de la tête et ça ne servira à rien. Ceux qui ont fait le service militaire, j'en fais partie, savent très bien comment ça se passe. Il faut passer un peu de temps ensemble, avoir 2 cotisations de retraite en sortant, la possibilité de passer tous les permis de conduire et le 0,6 de tous les jeunes de son âge. Merci, Monsieur le Président. Merci.
Je mets donc aux voix le 173. Avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui est pour l'adoption? Contre? Il est rejeté. Le 208, Monsieur Cubertafond a la parole. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, notre souhait en vous présentant cet amendement est de rapprocher les compétences des réservistes avec celles des militaires professionnels. Il s'agit, Monsieur le rapporteur et Madame la ministre, de faire converger leur formation initiale en développant les spécialisations des réservistes lors de leur formation et d'inclure davantage ces compétences de spécialisation durant leur déploiement opérationnel. Car aujourd'hui, malgré l'existence de quelques rares unités spécialisées de réserve au sein des armées ou de quelques réservistes individuellement spécialisés, tels que peuvent l'être les médecins, les linguistes ou encore les juristes, la majorité des unités sont collectivement entraînées au seul format Pro-Terre en vue de réaliser les missions communes de l'armée de terre. Par ailleurs, cela va permettre d'accroître les capacités d'emploi des réservistes en OPENT comme en OPEX en les dotant effectivement de compétences théoriquement propres à leurs unités. En plus, l'acquisition de compétences nouvelles pour le réserviste pourra favoriser la fidélisation. D'ailleurs, ces modèles de réserve, pas étrangers à nos alliés, je rappelle que les États-Unis ont usé en Irak jusqu'à 40% des réservistes lors des opérations de stabilisation, apportant ainsi leurs compétences propres aux armées. Merci. Monsieur le Président rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Pierre Cubertafond, on a eu ce débat en commission et je vous avais demandé de retirer votre amendement. Vous avez voulu le représenter devant l'hémicycle. Je vous dirai exactement la même chose. Il y a deux choses qui m'ennuient dans votre amendement. D'abord, la doctrine d'emploi de nos réservistes